1827, le coup d'éventail donné par le Dey d'Alger au consul français Duval n'était en fait qu'un prétexte. Un prétexte invoqué par Charles X pour justifier l'expédition d'Alger. On sait aussi que cette expédition avait pour cause des créances françaises non payées au Dey et les pressions d'hommes d'affaires français et leurs intermédiaires à Alger, Bakri et Bouchnakh. D'autres objectifs inavoués à l'époque étaient un secret de polichinelle. Partie de Toulon le 16 mai 1830, une armada de 500 navires, commandée par le général de Bourmont, débarque 37 000 hommes sur la plage de Sidi Farj, le 14 juin 1830. Il n'a fallu que 21 jours aux colonnes françaises pour prendre Alger. Content d'avoir la vie sauve et celle des siens, le Dey d'Alger capitule le 5 juillet 1830. Il livre Alger, ses forts, sa casbah et son trésor, évalué à plus de 52 millions de francs or. Le dernier article de la convention établie entre le Dey d'Alger et le général en chef de l'armée française stipule: l'exercice de la religion mohamédaine restera libre. La liberté de toutes les classes d'habitants, leur religion, leur propriété, leur commerce ne recevront aucune atteinte. Les femmes seront respectées. Le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur. 2 mois après cet engagement solennel, le général Bertrand Clausel, successeur de Louis de Bourmont, confisque les biens habous et les assimile à des terres domaniales. En 1832, la mosquée Ketchaoua d'Alger est transformée en cathédrale. Mais quels étaient les véritables objectifs de cette conquête? La colonisation de l'Algérie obéit à mes yeux à 2 objectifs. Un objectif de politique internationale et un objectif de politique intérieure. L'objectif de politique internationale, notamment, c'est de permettre à la France de retrouver des puissances coloniales et en retrouvant des puissances coloniales, de reconquérir un empire et de retrouver une autorité à la fois en Europe et dans le monde, avec en particulier un objectif qui est une sorte d'obsession française des années 1830-1840 et jusque sous la Troisième République, qui est d'essayer de rattraper, si je puis dire, et en tout cas de ne pas se faire distancier par la Grande-Bretagne, qui est à l'époque la grande puissance coloniale du monde. Et ce qui inquiète beaucoup la France, c'est qu'alors que la Grande-Bretagne continue de conquérir un empire extrêmement important, dans les années 1820-1830, l'empire français connaît se restreint de façon très importante. Et donc la prise d'Alger en 1830, puis la conquête de l'Algérie à partir des années 1840, de ce point de vue-là, est pensée par tous les hommes politiques de l'époque, Tocqueville en particulier, comme un premier pas qui va permettre à la France de retrouver son autorité dans le monde et de retrouver son autorité en France, en Europe en particulier, et lui permettre de ne pas, en quelque sorte, se laisser distancier par la Grande-Bretagne. Pour moi, la conquête de l'Algérie, elle se situe dans la tradition napoléonienne de conquête territoriale, il ne faut pas le cacher, de pillage, mais qui a échoué en Europe à cause de l'hostilité des nations européennes, de l'Angleterre et des nations européennes fédérées par l'Angleterre avec l'armée russe, enfin toute l'Europe. Le second point qui me paraît très important, c'est que très vite, dans les années 1830-1840, et c'est l'une des spécificités de la conquête de l'Algérie, va apparaître le projet de faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Ceci est entre autres lié au fait que la colonisation entretient des rapports assez étroits avec la question sociale. Et l'idée est qu'en faisant de l'Algérie une colonie de peuplement, les pouvoirs français vont pouvoir, si je puis dire,
travailler à la résolution partielle de la question sociale, de la question de la pauvreté, de la question de la mendicité, d'où l'idée d'envoyer de façon forcée ou volontairement ce qu'on appelait à l'époque, disons, les classes pauvres et dangereuses en Algérie. Si le régime du Dey est rapidement défait, les colonnes françaises devront faire face à la résistance menée à l'Est par le bey de Constantine et surtout celle de l'émir Abdelkader, principal artisan de la guerre contre les Français jusqu'en 1847. L'artillerie est prête à faire feu. Fais la volonté. Lors de la prise de Blida, le général Bertrand Clausel ouvre le bal des massacres de civils. Il fusille les combattants pris les armes à la main et incendie les campagnes. Dès le début de la conquête, les violences et les massacres sont perpétrés de façon innommable. En 1832, la tribu des Aoufiya en fait les frais. Soupçonnée d'avoir commis un vol dont avait été victime un cheikh rallié à la France, la tribu fut exterminée près de Maison-Carrée sur instruction du duc de Rovigo. Pélissier de Reynaud, à ne pas confondre avec le colonel Pélissier Jean-Jacques, auteur des enfumades du Dahra, écrit: Tout ce qui vivait fut voué à la mort. Tout ce qui pouvait être pris fut enlevé. On ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. Cependant, l'humanité d'un petit nombre d'officiers sauva quelques femmes et quelques enfants. En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances, et une d'elles servit, dit-on, à un horrible festin. Cette expédition fit une centaine de morts et un butin de 2000 moutons, 700 bœufs et une trentaine de chameaux qui furent vendus de gré à gré sur le marché de Bamazoun, où l'on voyait des bracelets encore attachés aux poignets coupés et des boucles d'oreilles sanglantes. Il fut reconnu que les voleurs appartenaient à une autre tribu, mais le cheikh des Aoufiya fut condamné à mort et exécuté. Sa grâce fut refusée par le duc de Rovigo. Cet objectif-là, faire de l'Algérie une colonie de peuplement, va avoir des incidences sur les méthodes de guerre, puisque très vite surgit l'idée qu'il faut faire place nette, comme on lui dit à l'époque, sans euphémiser du tout le langage, c'est-à-dire, et l'expression existe et est déjà employée à ce moment-là, pacifier les territoires, la pacification étant bien sûr pensée comme un élément absolument essentiel pour permettre justement à des colons d'arriver. Cette conquête, elle a été d'une extrême violence. Elle a provoqué des guerres successives et elle a conduit ces guerres d'une manière beaucoup plus barbare, beaucoup plus violente que les guerres européennes de la même époque, puisque des populations entières ont été massacrées lorsqu'elles résistaient aux colonisateurs. Et c'était véritablement une décision assumée que de prendre pour cible l'ensemble des populations qui résistaient, qu'il s'agisse des hommes, des femmes ou des enfants. Donc il y a eu véritablement une violence qui a abouti à des massacres et qui constitue une sorte d'exception par rapport à la montée dans les mœurs européennes d'un certain nombre de règles pour codifier la guerre, alors que la guerre de conquête coloniale se dispensait complètement, s'affranchissait de ces règles et prenait pour cible des populations entières. Le général Thomas Bugeaud annonce à la Chambre des députés le 15 janvier 1840. En Afrique, il n'y a qu'un intérêt, l'intérêt agricole. On y sème des grains, on y fait des récoltes. Eh bien, je n'ai pu découvrir d'autre moyen de soumettre le pays que de saisir cet intérêt. Je dirais au commandant de chacune de ces colonnes, « Général, votre mission n'est pas de courir après ces Arabes, ce qui est fort inutile, elle est d'empêcher dans votre zone les Arabes de semer, de récolter, de pâturer. » De la Chambre s'élèvent quelques murmures.
auquel répond Bugeaud. Ces murmures sembleraient me dire que la Chambre trouve ses moyens trop barbares. Messieurs, on ne fait pas la guerre avec des sentiments de philanthropie. Je préfère toujours les intérêts français à une absurde philanthropie pour les étrangers qui coupent la tête de nos soldats, prisonniers ou blessés. Sitôt dit, sitôt appliqué. Les auxiliaires de Bugeaud, Saint-Arnaud, Montagnac, Lamoricière, Pélissier, se mettent à l'œuvre. Leurs écrits sont restés. Nous avons pris des troupeaux, brûlé tout ce qui se trouvait sous nos pas. Nous resterons jusqu'à la fin juin à nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. En avril 1842, Saint-Arnaud fait tout brûler entre Milianah et Cherchell. Il écrit: Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. Bugeaud écrit le 18 janvier 1843 au général Lamoricière. Plus d'indulgence, plus de crédulité dans les promesses. Dévastation, poursuite acharnée, jusqu'à ce qu'on me livre les arsenaux, les chevaux et même quelques otages de marque. Les otages sont un moyen de plus, nous l'emploierons, mais je compte avant tout sur la guerre active et la destruction des vergers et des récoltes. Les razzias ont été à la fois beaucoup plus destructrices et meurtrières que les enfumades, d'une part parce qu'elles ont été perpétrées en beaucoup plus grand nombre et sur une échelle de temps beaucoup plus vaste. Alors il faut préciser sur la question des razzias que derrière la continuité du terme se cache à mes yeux une discontinuité très importante des pratiques, parce que la razzia telle qu'elle est employée par l'armée française devient véritablement une arme de destruction massive. Puisqu'effectivement, l'objectif de ces razzias, ce n'est pas de prélever par la force des moyens permettant à l'armée française de vivre. L'objectif de ces razzias est effectivement, dans certains cas, de détruire l'infrastructure économique et sociale des villages conquis. Et cela passe par la destruction parfois de l'ensemble des silos, par la capture ou la destruction du cheptel, et il faut le préciser parce que le détail est très important, parfois même par le fait de couper l'ensemble des plantations, et notamment l'ensemble des plantations d'oliviers et de palmiers. Et effectivement, au terme de ces razzias, ce qui est laissé en place, c'est rien. L'ensemble des moyens d'existence des populations ont été détruits, ce qui a pour effet, effectivement, de rendre la vie, au sens le plus immédiat du terme, absolument impossible. Et je crois que l'un des objectifs de ces razzias était donc de terroriser les populations ainsi traitées, comme on le disait il y a un instant, de faire place nette et de pousser les populations qui avaient été razziées à abandonner les lieux, les villages, les villes dans lesquelles elles vivaient antérieurement, de façon à pacifier la région et à permettre plus tard à des colons de venir éventuellement s'installer. Il est quand même très paradoxal de constater qu'un certain nombre de libéraux, de gens qui passaient pour des démocrates ou des républicains, sous la monarchie de Juillet, en particulier dans ces années 1840, qui ont été les années de la fin de la guerre la plus violente, la guerre de conquête la plus violente, eh bien, dans cette période, ces gens-là justifiaient l'usage d'un certain nombre de moyens barbares. Et c'est paradoxal de constater que ce sont des gens, Alexis de Tocqueville, de ce point de vue-là, est tout à fait emblématique de cette position, ce sont des gens qui étaient tout à fait conscients des moyens employés. Il convenait que la guerre telle qu'elle était menée dévastait le pays, portait atteinte à son économie, ruinait son agriculture. Tout cela, c'est dit, par exemple, dans des textes de Tocqueville. Mais il considère que c'est un moyen nécessaire pour mener la guerre de conquête de l'Algérie. Ces pratiques françaises ont pour but d'annexer un territoire, mais d'annexer aussi des hommes qui le mettront en valeur pour les propriétaires français,
les commerçants français, les investisseurs français. Donc la logique de la colonisation française n'est pas une logique d'extermination, elle est une logique de terreur. Bugeaud, menaçant les populations qui ne se soumettraient pas, déclare à la Chambre des députés: J'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers, et alors, ne vous en prenez qu'à vous seuls. C'est aussi une certaine volonté de répandre, pour le plus grand profit de la France et des investisseurs français, des possédants français, de répandre la langue française et les idéaux qui ont fait de la France un centre révolutionnaire, mais un centre révolutionnaire au profit d'une catégorie dont on parle peu aujourd'hui, mais enfin c'est le terme, la bourgeoisie française. L'Algérie rapporte déjà, elle coûte cher aux contribuables français, elle coûte cher en hommes, parce que les Algériens se défendent. L'émir Abdelkader et ses alliés se battent sur tous les fronts. Au cours des différentes batailles, les unes aussi meurtrières que les autres, l'émir remporte des victoires, mais essuie aussi des revers. Son armée régulière s'amoindrit et en fin stratège, il opte pour une autre tactique qu'il définit dans une lettre adressée à Bugeaud. Nous nous battrons quand nous le jugerons convenable. Tu sais que nous ne sommes pas des lâches. Quant à nous opposer aux forces que tu traînes derrière toi, ce serait folie. Mais nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons en détail. Le climat fera le reste. C'est en 1844 qu'ont eu lieu les premières enfumades. Elles sont l'œuvre de Cavaignac, qui opérait sur la rive gauche du Chéliff. Les SBA, qui s'étaient retirés dans leur grotte, ne voulaient pas se rendre. Voilà comment Canrobert, qui faisait partie de l'expédition, décrit les faits. Les SBA venaient d'assassiner des colons et les caïds nommés par les Français. Nous allions les châtier. Après 2 jours de course folle à leur poursuite, nous arrivons devant une énorme falaise à pic. Dans la falaise est une excavation profonde formant grotte. Les arabissons. On pétarda l'entrée de la grotte et on accumula des fagots de broussailles. Le soir, le feu fut allumé. Le lendemain, quelques SBA se présentaient à l'entrée de la grotte, demandant l'amen à nos postes avancés. Leurs compagnons, les femmes et les enfants étaient morts. On n'a jamais su combien ces enfumades ont fait de victimes. Canrobert ne nous a pas tout dit. Le 11 juin 1845, à partir d'Orléansville, Bugeaud donne comme instruction à ses subordonnés: Si ces gredins se retirent dans leur caverne, imitez Cavaignac, au SBA. Enfumez-les à outrance comme des renards. À la même époque, le colonel Pélissier faisait campagne dans le Dara, où un jeune homme de 20 ans, portant le nom de Boumaza, de son vrai nom Mohamed Ben Abdallah, menait une résistance opiniâtre aux assauts des troupes françaises. Quelques jours après les instructions de Bugeaud, le colonel Pélissier va faire parler de lui. La tribu des Ouled Riyah, une des tribus les plus nombreuses du Dara, est poursuivie par Pélissier. Les Ouled Riyah, au nombre de 1000, femmes, enfants, vieillards et leurs animaux, se réfugient dans les grottes du lieu-dit Nikmeriya, près de Mostaganem. Pélissier, en bon soldat discipliné, exécute les ordres. Hadja Zohra, aujourd'hui presque centenaire, connaît l'histoire des enfumades du Dara. Et pour cause, elle est l'arrière-petite-fille d'une miraculée. أنا ما لحقت عمي كبير يحكي لي قال لي هذا أصحاب الغار
قال لي طاح عليهم جنس يقولوا له بو خدمي هكا كما قال لي ذوك يضربوا ذوك يضربوا ذوك يضربوا ذوك يضربوا. كان واحد الضربه لي جد بابا جا راكب على العود يهرب من جبل لجبل ويقارع فيهم الضاربين. منين غلب هذا الجنس على ذو صحاب البلاد يقولوا لهم الفراشيح دخلوا الغار. منين دخلوا الغار لحق عليهم العرعار. انا لحقته انا شفته يقطع العرعار والقندول والجير ويغلق عليهم. مين غلق عليهم؟ طلق عليهم الكبريت والسم طلق النار. اللي بقاو الموت مقتلهم الدخان. Voici le témoignage d'un soldat qui a vécu les faits. Quelle plume saurait rendre ce tableau? Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux. Le craquement des rochers calcinés, s'écroulant et les continuelles détonations des armes. Dans cette nuit, il y eut une terrible lutte d'hommes et d'animaux. كانوا النساء كباراتنا نعقلهم وانا يقولوا اصحاب الغار طلبة صغار اصحاب الغار شرفاء وكبار اصحاب الغار جيروا حرقار سموه كبريت والنار قداد يقولوا عليهم على ذو اللي ماتوا والغار. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, un hideux spectacle frappa les yeux des assaillants. J'ai visité les 3 grottes, voici ce que j'ai vu. À l'entrée gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Leur instinct les avait conduits à l'ouverture de la grotte pour respirer l'air qui manquait à l'intérieur. Parmi ces animaux, et entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes et des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans les bras. Cet homme, il était facile de le reconnaître, avait été asphyxié ainsi que la femme, l'enfant et le bœuf, au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. يقولوا له فلاح محمد بن محمد ركب على العود. منين روح هذا الجنس رجع والغار من طفات رجع يحوس كاش حتى حي. قال لي جبت زوج واحد يقولوا له ابو هراوه ووحده مرة يقولوا له عجبة محمد. قال لي وبدا يجري على العود في القبايل ويجيب الجاد والزوايل ويحسي فيهم. مين حساهم احياو تزوج مع هذه عيشة محمد جد بابا تزوج معاهم ولد بابا وولد وحدة اسمها يمنة. قاع ذريتهم كاينة برك. أنا من أنا بنت ولد بن حراث تشير سماه بن حراث. أنا بنت وليده. Les grottes sont immenses. On a compté 760 cadavres. Une 60aine d'individus seulement sont sortis, aux 3 quarts morts. 40 n'ont pu survivre, 10 sont à l'ambulance, dangereusement malades. Les 10 derniers, qui peuvent se traîner encore, ont été mis en liberté pour retourner dans leur tribu. Ils n'ont plus qu'à pleurer sur des ruines. Un historien du nom de Rousset nous relate cet horrible forfait. L'incendie avait gagné les bagages des réfugiés. Pendant la nuit,
On crut entendre un bruit confus, des clameurs sourdes, puis rien ne troubla le silence. Longtemps avant le jour, quelques hommes, suffocants, vinrent tomber devant les sentinelles. Une fumée si épaisse et si âcre remplissait les grottes qu'il fut impossible d'y pénétrer d'abord. Cependant, on en voyait sortir de temps à autre des êtres méconnaissables, qui rampaient et que d'autres, fanatisés jusqu'à dans l'asphyxie, essayaient d'arrêter. Quand on put enfin visiter la fournaise éteinte, on y compta plus de 500 victimes. En réalité, ce plus 500 va vers le nombre 1000. أنا دخلت مع والدي الغار كنت صغيرة دخلت الغار نسيب كيما دخلت مرة في وحدة الحوزة مزيرة دارت القصعة تاع الطعين اللي نخبزوا ليها قدامها ما نعرف كانت تخبز مفرمة اللي عد شوية مليح ومنا داخلة بالزاير ماتت هكاك منا من قدام هذو كاينين وهذو محطها كمفصلين وذو كيما متربعة شتهم وراسها كيما نحطوا القدر على الكسكاس ميتة لحقتها ميتة بالحق لاصقة هذه حكاية الغار. Non, rien de rien. Pélissier ne regrette rien. Et à titre privé, il s'en vante. La peau d'un seul de mes tambours avait plus de prix que tous ces misérables. Sur la question des enfumades, je crois qu'il faut être plus précis. Et là, Bugeaud porte une responsabilité plus particulière puisqu'il est gouverneur général de l'Algérie. Et c'est donc lui qui exerce à la fois les pouvoirs politiques et militaires. Et selon la correspondance d'un certain nombre d'officiers qui agissaient donc sous ses ordres, et je pense en particulier à Pélissier, nous savons que les enfumades qui ont donc débouché sur le massacre de populations civiles très importants et parfois sur la disparition de tribus entières, ces massacres, et c'est l'une de leurs particularités, ne sont pas des massacres commis dans le feu de l'action, ne sont pas des massacres commis par des soldats à l'insu de leur hiérarchie militaire. Il s'agit de massacres commis par des officiers et qui respectent un protocole qui a été défini à l'avance. Il y a des témoignages très précis à la fois de Pélissier et de Saint-Arnaud sur la façon dont ils procèdent, et notamment des correspondances de Pélissier envoyées à Bugeaud où il rapporte la façon dont il a lui-même agi, plus précisément lors des enfumades tristement célèbres, les enfumades du Dara. Et on voit très bien que la façon dont Pélissier procède, qu'il s'agit d'un massacre qui a été planifié, pensé et qu'il obéit à des consignes qui lui ont été données. De ce point de vue-là, je crois qu'il est nécessaire, en ce qui concerne ces massacres, de parler de massacre administratif, pour reprendre une expression de Hannah Arendt, pour signifier ceci, que justement il ne s'agit pas du tout de massacres commis dans le feu de l'action, mais de massacres perpétrés par des troupes françaises alors même que la bataille militaire avait été gagnée. L'un des faits les plus emblématiques de cette violence de la guerre de conquête a été les enfumades qui ont été pratiquées contre des populations civiles dont la décision du massacre a été prise au plus haut niveau de l'armée d'Afrique, et notamment par le général Bugeaud. Ces enfumades qui ont eu lieu en différents lieux, on parle souvent de celle du Dara, mais il y a eu plusieurs cas dont des officiers de cette armée d'Afrique ont fait état, soit dans des correspondances privées, soit dans des récits de mémoire. En métropole, les quelques protestations autour de l'affaire Pélissier sont étouffées. On passe alors au véritable étouffoir. 1 mois et 12 jours après l'extermination des Ouled Riyah, Saint-Arnaud, en toute discrétion, emmure une autre partie d'Esbéa, cette fois dans la région de Ténès. Je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques.
Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Plusieurs cas qui ont été pratiqués au cours de cette année 1845, ou qui était un peu un sommet dans l'affrontement entre cette armée d'Afrique et puis celle de l'émir Abdelkader. Plusieurs cas qui témoignent du fait que ce n'était pas du tout des bavures, comme on peut dire. Ce n'étaient pas des décisions isolées d'officiers subalternes. C'était vraiment une consigne décidée au plus haut niveau par le général Bugeaud. Comme il n'y a plus de bois, je bouche l'entrée de la caverne avec des pierres. Si j'avais fait autrement, un grand nombre de nos soldats seraient tombés inutilement sous les balles arabes. Dans le contexte de l'époque, et cela a fait l'objet d'un certain nombre de récriminations parfois du pouvoir politique en France, en raison de sa personnalité, mais en raison même aussi des pouvoirs qui étaient attribués au gouverneur général, Bugeaud disposait d'une assez grande latitude par rapport au pouvoir en métropole. En ce qui concerne plus particulièrement l'enfumade des grottes du Dara perpétrée par Pélissier, il y a eu un écho très rapide en France de ce massacre, une protestation à la Chambre des Pairs, mais face à cette protestation, Bugeaud va défendre le colonel Pélissier et exiger que toute plainte et toute sanction à son encontre soit levée. Il faut quand même souligner que la nouvelle de ces faits, qui était relatée par la presse, a suscité des réactions, y compris à la Chambre des députés de la monarchie de Juillet. Et parmi certains militaires, je pense au maréchal Ney, par exemple, qui avait été un des maréchaux de Napoléon, il exprime sa désapprobation par rapport à ces méthodes de guerre. Il dit en substance à la Chambre, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Donc il y avait au sein de l'armée un certain nombre de réticences par rapport au recours à ces méthodes, et il y avait aussi au sein de la population civile, si je puis dire, de l'époque, un certain nombre de réprobations qui se manifestaient, qui étaient certes ténues, minoritaires, mais qui existaient. Et on a trouvé, par exemple, une sorte de pétition des élèves du collège Louis-le-Grand, qui, comme au moment de la guerre d'Algérie, les étudiants de l'UNEF protestaient contre la pratique de la torture ou d'autres faits analogues de cette colonisation finissante, eh bien, à l'époque de la monarchie de Juillet, protestaient contre l'emploi de ces méthodes par l'armée française dans le cadre de cette guerre coloniale. Il faut rappeler que, par ailleurs, après ce fait, qui est connu très rapidement en France, je parle de l'enfumade des grottes du Dara, Pélissier va poursuivre une carrière militaire exemplaire puisqu'il va devenir maréchal de France, qui est la plus haute distinction qui peut être accordée à un militaire, et que par ailleurs Pélissier va revenir en Algérie puisqu'il va être nommé plus tard gouverneur de l'Algérie. Il y a donc eu parfois des protestations qui sont des protestations qui vont être relativement vite étouffées, et ce qui est plus significatif, je crois, c'est par exemple dans un ouvrage destiné à la jeunesse, qui est un ouvrage qui porte entre autres sur la conquête de l'Algérie, qui est un ouvrage écrit dans les années 1840-1850, on va trouver non seulement relater l'enfumade des grottes du Dara, mais relaté sous la forme d'une apologie, puisque l'auteur, et c'est une femme à l'époque, considère que Pélissier a fort bien agi en agissant comme il l'a fait. Et c'est donc très important de souligner, par opposition à la période de la dernière guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, que les massacres perpétrés par les militaires à l'époque sont très rapidement connus en métropole et qu'ils ne suscitent que très rarement des oppositions, et que dans la plupart des cas, la position la plus commune est d'approuver ce qui a été perpétré et de le justifier a posteriori. Il faut, à mon sens, à la fois bien voir que le discours républicain s'est accommodé de cette violence et s'est perverti en renonçant finalement à l'universalité des droits de l'homme, en restreignant les principes des droits de l'homme à l'espace européen en quelque sorte, et en considérant comme normal
d'enfreindre ces principes de droits de l'homme lorsqu'il s'agissait d'une guerre coloniale en Afrique. Donc d'une part, il faut bien prendre conscience de cela, et d'autre part, il faut aussi prendre conscience du fait qu'il y a toujours eu des voix discordantes dans la société française par rapport à cette dérive du discours républicain. Il y a toujours eu des gens qui ont réagi à ces pratiques et à ces discours qui les justifiaient en disant non, nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs, de droits de l'homme et de respect de la vie humaine, et on ne doit pas mener la guerre ainsi. Donc c'était le cas de ces élèves du collège Louis-le-Grand, par exemple, qui protestaient, ou de certaines voix minoritaires à la Chambre des députés. Ces massacres de population dans une guerre de ce type ne peuvent qu'être qualifiés de crimes contre l'humanité, hein, puisqu'il s'agit de meurtre de populations civiles. Sur la question des enfumades du Dara, Tocqueville, à ma connaissance, et j'ai lu à peu près la totalité de ce qu'il a écrit sur l'Algérie, ainsi que ses déclarations à l'Assemblée nationale, puisqu'il était élu, Tocqueville ne réagit pas et ne proteste pas à la suite des enfumades du Croix du Dara. Et par ailleurs, effectivement, Tocqueville s'est fait l'avocat, si je puis dire, de méthodes de guerre très particulières, notamment des méthodes de guerre développé par le général ou officier Lamoricière, qui avait mis en place une technique de guerre très particulière visant à, comme on le disait à l'époque, refouler les Arabes hors des territoires sur lesquels ils vivaient jusque-là. Et Tocqueville estime que c'est une technique de guerre très efficace, et il a beaucoup d'admiration pour Lamoricière, qu'il connaît. Il a voyagé dans la région, et Tocqueville aura d'ailleurs aussi des mots plus durs. Enfin, ce n'est pas des mots, c'est dans un écrit de Tocqueville sur l'Algérie. Tocqueville va même préconiser la destruction des villes et des villages dans lesquels Abdelkader serait susceptible de se réfugier, et villes ou villages qui seraient susceptibles de lui servir de base arrière. Et Tocqueville, là, se prononce pour des méthodes de guerre extrêmement radicales, même si par la suite, et il faut le rappeler quand même, même si par la suite Tocqueville va reconnaître qu'effectivement la guerre telle qu'elle a été conduite par l'armée d'Afrique, comme on disait à l'époque, a été une guerre d'une extrême brutalité. Il le regrettera, mais sur le moment, Tocqueville a soutenu ces méthodes de guerre d'un genre très particulier. J'y vois dans la position de Tocqueville, qui sera sous la Seconde République brièvement ministre des Affaires étrangères, donc de cette Seconde République qui s'instaure en 1848, j'y vois dans cette position le début d'un glissement des républicains, ou de la majorité des républicains, vers une position qui légitime des conquêtes que l'on se refuse en Europe, mais dont on se reconnaît le droit lorsqu'il s'agit de territoires autres qu'européens qu'on veut coloniser. Et là, de ce point de vue-là, les républicains ont opéré un glissement au fil du XIXe siècle, un petit peu déjà dans les années 1840, et cela s'est poursuivi sous la Seconde République qui annexe l'Algérie et qui instaure un régime particulier, donc qui valide le principe même de la colonisation. Et puis ça se poursuivra sous la Troisième République ensuite. De ce point de vue-là, les républicains introduisent dans leur propre doctrine une sorte d'exception coloniale qui me semble extrêmement préjudiciable à la doctrine même de cette République, et qui me semble avoir des effets à long terme au sein même du discours républicain français, si vous voulez. À partir donc de la Seconde République, mais c'est théorisé par Jules Ferry, par exemple, au début de la Troisième République, et cela se poursuit tout au fil des Troisième, Quatrième et Cinquième Républiques jusqu'à la fin de la période jusqu'aux indépendances. Et de ce point de vue-là, le discours républicain est imprégné de colonialisme. Civiliser les races inférieures, comme l'a dit Jules Ferry, est un discours qui est plus spécifiquement un discours qui va être tenu sous la Troisième République. Au XIXe siècle, il n'y a pas au fond l'idée que les Arabes peuvent être civilisés, parce que fondamentalement, les thèses les plus communément défendues, les thèses les plus communément écrites,
celle qu'on trouve dans la plupart des ouvrages du 19e. L'idée, au fond, avancée est que justement les Arabes ne sont pas à proprement parler civilisables. Et ce qui fait obstacle à leur civilisation, c'est entre autres le fait qu'ils sont, pour la plupart, le dit-on ou le pense-t-on, et ça recoupe en partie une réalité, musulmans, et la religion musulmane est pensée comme, à l'époque, je précise, au XIXe siècle, comme un obstacle majeur à la civilisation. À la fin de l'année 1845, les troupes françaises sont portées à plus de 100 000 hommes et autant de colons, dont 40 000 seulement, sont français. L'émir est traqué par l'une des plus grandes armées du monde, mais il reste insaisissable, ce qui fait dire à un des officiers français de l'époque: est-il honorable de voir une armée de 90 000 hommes tenue en échec par un partisan à la tête de 500 chevaux? La stratégie de l'émir est payante. Avec ses cavaliers, il harcèle les colonnes françaises. Il les met sur les nerfs sans les vaincre. Sa bravoure et sa détermination forcent le respect. En 1846, lors d'une longue campagne menée par l'émir contre les forces françaises, le capitaine Clerc écrit: La campagne que vient de faire ce chef est admirée de tous les militaires qui ont quelque idée de la guerre. Et tous aussi doivent, malgré eux, s'incliner devant son génie. Ennemi invisible et partout cependant, il embrasse dans sa ligne d'opération la frontière saharienne, des pentes du Djebel Amour aux plaines du Maroc. Après avoir jeté sur les frontières de cet empire les populations de l'Ouest, il paraît tout à coup dans l'Est, rasine aux alliés du Sahara et, par d'habiles crochets, passe avec ses 1500 cavaliers entre nos colonnes, fait 20 lieues en une nuit. Qu'avez-vous à opposer à tant d'activités? Des chefs de colonne incapables ou fatigués, des corps épuisés et découragés par des résultats négatifs? Nous comptons plus, toutefois, sur le temps et nos forces que sur le génie de ceux qui nous commandent. Le 23 décembre 1847, l'émir Abdelkader se rend après 17 ans de lutte. Le général Lamoricière lui rend les honneurs. Le duc d'Aumale lui promet qu'il pourra se retirer à Saint-Jean d'Acre ou à Alexandrie. Mais il ne tiendra pas sa parole. L'émir sera interné avec sa suite à Toulon, Pau, puis Amboise, d'où il en sortira le 16 octobre 1852. Lucien François de Montagnac, quant à lui, trouva la mort le 23 septembre 1845 dans la bataille de Sidi Ibrahim face aux combattants de l'émir Abdelkader. Un autre officier, Youssouf, de son vrai nom Joseph Vantini, vendu comme esclave, devient l'ami du fils du bey de Tunis qu'il adopte. Il va devenir commandant des Mamelouks, mais fuit son pays d'adoption et se met au service de la France dès 1830. Pendant 14 ans, Youssouf n'aura qu'une obsession, éliminer l'émir Abdelkader. Il était aussi connu et apprécié pour ses méthodes violentes. Razzia, têtes d'Arabes coupées et exhibées. Il en est amplement récompensé par la France. Nommé général en 1845, il devient gouverneur militaire d'Alger de 1855 à 1865. Aujourd'hui, la France positive le rôle de la colonisation. Si j'avais une question à poser aux politiques français, ce serait sans doute celle-ci. À quand un examen sérieux, sans phare, avec le courage moral nécessaire du passé colonial de la France? Et quand je pense à ce passé colonial, bien entendu, je pense à la présence coloniale française dans mon pays, en Algérie, dans les pays qui nous sont proches, comme la Tunisie ou le Maroc. Je pense aussi à l'Afrique subsaharienne. Je pense à Madagascar. Je pense à l'ensemble de cet empire français où l'armée française, où l'administration française ont imposé leurs lois, ont attenté à l'intégrité physique,
morale, culturelle des populations, des individus et des sociétés, ce passé-là doit être examiné. Examiné de la manière la plus rigoureuse. Alors qu'à l'encontre de cette démarche courageuse, il me semble que l'État français tente de fixer, notamment à travers des initiatives d'ordre muséographique, l'ordre colonial dans les musées qui vont être créés un peu partout, dans un certain nombre de régions de France. Je pense que cette démarche-là ne libérera pas la France de ses responsabilités. La République est gênée parce que revenir sur cette époque implique qu'elle regarde de manière critique une partie de son propre discours. Et on se rend compte que l'ensemble des forces politiques ont participé à ce discours, peu ou prou. Et donc, il est difficile de la part de la République de se livrer à cet examen de son passé. Et les forces politiques, l'ensemble de ces forces politiques, hésitent à le faire aussi. Elles sont gênées par rapport à un certain nombre de figures emblématiques. Par exemple, le personnage de Jules Ferry, c'est un personnage qui est paradoxal parce que c'est à la fois le père de la politique éducative, la généralisation de l'école primaire en France, et puis le porte-parole de cette politique coloniale, avec un discours absolument inacceptable quand on le relit aujourd'hui, légitimant la colonisation en fonction de la supériorité de certaines races par rapport à d'autres. Enfin, c'est insupportable. Hein. À mon avis, si les responsables politiques français avaient le courage d'examiner avec rigueur le poids de leurs responsabilités, à mon avis, ils feront des avancées remarquables dans la gestion des conditions de vie de l'ensemble des citoyens français, de la société française d'aujourd'hui, y compris notamment des citoyens qui viennent des anciennes colonies, qui viennent de l'Afrique noire, qui viennent du Maghreb, et qui sont aujourd'hui des citoyens français et ont des papiers en règle et ainsi de suite. C'est une affaire qui concerne au premier chef les pays colonisés et la puissance coloniale, mais qui concerne aussi d'autres historiens. Donc je crois que les historiens ont un rôle à jouer, à condition de travailler un peu en marge des groupes de pression divers, hein, et des pouvoirs politiques aussi, puisqu'il y a des enjeux qui sont souvent instrumentalisés par les pouvoirs politiques. Donc les historiens doivent tenir à leur autonomie, tout en n'étant pas hors de la société, parce qu'ils doivent aussi entendre les demandes mémorielles, notamment d'un certain nombre de groupes de victimes, qui sont les principales victimes de ces guerres coloniales, les entendre. On ne peut pas seulement faire une histoire vue de France à partir des archives administratives en français. On passera à côté de beaucoup d'autres éléments qui sont plutôt de l'ordre de la mémoire orale des acteurs, des populations victimes de la colonisation. Et cela, ce sont les historiens algériens qui sont les mieux placés, par exemple dans le cas de l'histoire franco-algérienne, pour recueillir cette histoire. Donc moi je crois beaucoup aux travaux croisés d'historiens français et d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, du monde du Nord, travaux croisés avec les travaux des historiens des pays colonisés, et notamment les historiens algériens. Alors vous me posiez la question du rôle des militants des droits de l'homme par rapport à cette histoire. Je crois qu'ils ont aussi un rôle à jouer pour élargir la réflexion au-delà du monde des historiens à l'ensemble des citoyens des pays concernés. Parce que cette histoire, elle a des conséquences très vivantes et très actuelles. Notamment en France, dans la société française, on voit que les problèmes de discrimination, les problèmes de racisme puisent leurs racines, plongent leurs racines dans ce terreau colonial qui constitue une page de notre passé. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et les organisations de citoyens qui ne sont pas non plus des partis politiques, parce que les partis politiques ont leur propre gêne par rapport à ce passé,
les organisations de citoyens, telles les associations de défense des droits de l'homme, ont un rôle à jouer pour prendre en compte cette demande de justice et cette demande de vérité par rapport au passé.